Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. À la une de ce journal, Douala et Yaoundé, deux villes au cliché de villes poubelles. Des montagnes d'immondices envahissent les principales rues de ces deux villes camerounaises. Un mouvement d'humeur des éboueurs de l'entreprise en charge du ramassage des ordures paralyse l'activité. Des employés revendiquent plusieurs mois de salaire impayés. La répartition et la gestion des ordinateurs de Paul Biya au cœur d'une vive polémique à Yaoundé. L'enquête ouverte par le TCS, tribunal criminel spécial, a révélé au grand jour un bras de fer entre le ministre de l'Enseignement supérieur et le recteur de l'université de Yaoundé 1. À suivre dans ce journal l'enquête de la rédaction centrale d'Equinox Télévision. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Le fleuve Goum, par Kekem, dans la région de l'Ouest, a encore fait des victimes. Un homme s'est vu englouti par les eaux du fleuve alors qu'il effectuait une traversée pour regagner sa plantation. En colère face à ces disparitions, des populations initient un mouvement d'humeur barrant la voie publique, ce qui a donc paralysé la circulation sur la route nationale numéro 5. D'autres précisions dans ce reportage de Andy Nganyou et de Achille Kamga. Combien de personnes le fleuve Ngoum, par Kekem, dans la région de l'Ouest Cameroun, devra-t-il avaler pour que les autorités se réveillent enfin? Eric Chami, 43 ans sonné, a été englouti par les eaux du Ngoum. Il s'est retrouvé piégé en voulant traverser le fleuve pour vaquer à ses occupations champêtres. C'est la 6e victime du genre en 3 ans. Le mort de trop. Choquées, les populations de Kekem expriment leur ras-le-bol. Elles ont paralysé la circulation sur la voie publique en érigeant des barrières à l'aide des arbres et des pneus de voitures au carrefour Chouassi sur la route nationale numéro 5. Le bon c'est quoi? La même manière que vous parlez là, la même manière que le ministre des Travaux publics est venu nous parler ici. Le ministre des Travaux publics, je dis bien, à côté du pont, il est même monté sur le fer. Il nous est promis. On a même passé toute la journée à défricher. Il a dit que défricher, on va verser la terre jusqu'aujourd'hui. Il dit bien le ministre, M. Doumissi. Durant plusieurs heures, le trafic sur cet axe a été perturbé. Il a fallu que le sous-préfet de l'arrondissement de Kekem descende sur le terrain et use de tact et de diplomatie pour calmer les ardeurs des populations. Les populations de Touafé ont enregistré un des leurs qui, de retour du champ, a été victime d'une noyade. De fil à aiguille, la situation s'est envenimée. Les populations ont dû prendre d'assaut la nationale numéro 5 en empêchant aux usagers de vaquer à leurs différentes occupations. Il reste que le projet de construction d'un nouveau pont sur le fleuve Ngoum tient les populations riveraines à cœur. Il y a 3 ans, promesse leur avait été faite de construire cette infrastructure. Mais depuis la destruction de l'ancien ouvrage, rien n'a été fait. On peut encore apercevoir, abandonnés sur le site, les engins et le matériel mobilisés à l'époque pour les travaux. Depuis 3 années, élèves, cultivateurs, visiteurs et autres usagers sont obligés d'utiliser des pirogues pour traverser le fleuve à défaut de parcourir les 8 km de la voie de contournement. À la suite de cette énième noyade que les populations, à notre réveil ce matin, avaient barricadé la voie. Ils revendiquent la pose de la passerelle sur le pont. À l'issue du mouvement d'humeur qui a entraîné la paralysie de la circulation au niveau de Kekem, une réunion s'est tenue entre les riverains et les autorités administratives et municipales. Un comité de gestion locale a été mis sur pied avec en tête le maire de l'arrondissement de Kekem pour assurer le suivi des travaux d'un pont provisoire qui vont démarrer lundi 1er octobre 2021. Plus rien ne va au sein de la Croix-Rouge camerounaise. Au lendemain de la démission du premier vice-président, la présidente nationale est accusée de faire main basse sur l'organisation. Des tensions qui arrivent dans un contexte marqué par une crise humanitaire. D'autres précisions avec Julienne Berthe-Bissaï. À l'extrême nord Cameroun, les volontaires de la Croix-Rouge camerounaise ne sont plus volontaires à porter secours aux personnes en situation de détresse.
Tous dénoncent leurs mauvaises conditions de travail, non-paiement de leur salaire, manque de moyens de transport et l'insécurité ambiante dans certaines localités en proie à Boko Haram. Ça va mal. Les volontaires, tous nos portés au niveau de la Croix-Rouge camerounaise, allez-y, vérifiez. Tous les comités départementaux sont fermés parce que les volontaires sont mal rémunérés. Et ça ne va pas. Pour eux, la source de tout leur malheur est Dame Cécile Léonie Akamefumu, présidente de la Croix-Rouge camerounaise, critiquée pour sa gestion financière et sa gouvernance. Quelques-unes des causes qui avaient poussé à la démission El Hadj Aboubakar, premier vice-président national de la Croix-Rouge. Les personnels affectés au niveau de la Croix-Rouge camerounaise ils ne peuvent pas servir le mouvement parce qu'on a noté beaucoup de détournements et beaucoup de personnes qui occupent catégorie 8 à la Croix-Rouge camerounaise qui se retrouvent au niveau de catégorie 6 de la Croix-Rouge camerounaise. En janvier 2021, Dame Akamefumu avait même été sommée par une mise en demeure du délégué du travail et de la sécurité sociale du centre, lui rappelant l'obligation de respecter les droits des travailleurs humanitaires. Au-delà de sa gestion, les volontaires de l'extrême nord et certains personnels au siège de l'institution à Yaoundé accusent Dame Cécile Akamefumu d'avoir violé les textes régissant les élections et organisé une assemblée générale 2 ans après la fin de son mandat en 2017. L'ex-présidente de la Croix-Rouge camerounaise, elle a violé le texte de la Croix-Rouge camerounaise, elle a violé le statut et le règlement intérieur de la Croix-Rouge camerounaise et elle a prolongé son mandat jusqu'à 2026. C'est écrit où dans le texte de la Croix-Rouge camerounaise? Nulle part. Abandonnés à eux-mêmes, ils demandent l'amélioration de leurs conditions de travail pour une meilleure prise en charge des victimes de Boko Haram. Il est bien vrai que c'est le volontariat. Pour faire descendre les secouristes sur le terrain, il faut des moyens. Les moyens financiers aussi, n'est-ce pas? Quoique le plus souvent on les amène par véhicule, mais le plus souvent aussi il faut leur donner des moyens pour se nourrir. Il y a les difficultés financières. Les difficultés financières, vous ne pouvez pas mettre les sécurités sur le terrain, c'est leur donner le moyen de vivre quand même. Pour en savoir davantage dans cette affaire, nous avons joint au téléphone le secrétaire général de la Croix-Rouge camerounaise. Zoajan Urbain s'étonne de la démarche de ces volontaires qu'il juge contraire au fonctionnement de la Croix-Rouge. Sans donner des chiffres, le secrétaire général de la Croix-Rouge camerounaise précise par ailleurs que l'extrême nord reçoit la plus grande part des financements. S'agissant des élections, le secrétaire général déclare que les volontaires de la Croix-Rouge de l'extrême nord n'ont pas statut et qualité pour parler d'élections. Aujourd'hui dépassés par leur situation, les volontaires de la Croix-Rouge ont plusieurs fois saisi leur tutelle, le ministère de la Santé publique, sans obtenir gain de cause. Leur sort se trouve désormais entre les mains du Premier ministre, lequel aurait reçu une correspondance de ses plaignants. Bataille autour des ordinateurs de Paul Biya à l'université de Yaoundé 1. Des pratiques peu orthodoxes et la gestion floue ont poussé le TCS, le tribunal criminel spécial, à ouvrir une enquête sur cette affaire. En toile de fond, une rivalité entre le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famundongo, et le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1. D'autres précisions dans cette enquête que signe Gizogo depuis Yaoundé. Le partage des ordinateurs de Paul Biya aux étudiants prend une tournure singulière à l'université de Yaoundé 1. L'affaire s'est même corsée au point où c'est désormais le tribunal criminel spécial qui mène les enquêtes pour démêler les chevaux sur la disparition de 400 ordinateurs et l'octroi de 900 autres à des destinataires qui ne les méritaient pas. Selon nos investigations, tout serait parti de la décision du doyen de la faculté des sciences de confier la distribution des ordinateurs aux étudiants dans la faculté qui dirige à la présidente de l'association des étudiants. C'est alors qu'un trafic de ces ordinateurs sera éventré, conduisant à l'arrestation du vice-président de l'association des étudiants, puis de la présidente. Selon nos sources, les interpellés avaient été remis en liberté dans un premier temps, mais l'entêtement de la présidente de l'association des étudiants de la faculté des sciences, qui ira jusqu'à contester sa suspension des examens après un conseil de discipline, va décider le recteur de l'université de Yaoundé 1 à faire intervenir le tribunal criminel spécial.
dans cette affaire. Après les premières auditions, les confrontations ont eu lieu ce mardi avec parfois des témoins devenus suspects aux yeux du tribunal criminel spécial. Quant au professeur Acha du ministère de l'Enseignement supérieur, dont l'affirmation selon laquelle 32 gigas équivalent à 500 gigas, qui avait provoqué un tollé général, il a été convoqué pour éclairer le tribunal criminel spécial. Avec cette tournure, l'affaire des ordinateurs de Paul Biya se rapproche du ministère de l'Enseignement supérieur, où le tribunal criminel spécial pourrait notamment s'intéresser au coût des ordinateurs, à propos duquel des doutes subsistent. Au-delà des ordinateurs de Paul Biya, c'est surtout l'inimitié entre le professeur Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, et le professeur Maurice Aurélien Soso, recteur de l'université de Yaoundé 1, qui s'étale sur la place publique. Le patron de l'enseignement supérieur, selon nos informations, goûte peu ce qu'il qualifie de volonté de son subordonné de marcher sur ses plates-bandes, sinon de lui savonner la planche, en visant notamment de s'installer à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur. De son côté, le recteur s'est dit convaincu que le ministre de l'Enseignement supérieur n'entend guère voir ses ambitions se réaliser, lui qui ne l'avait déjà pas proposé au poste de recteur du temps où il était inspecteur général des services au ministère de l'Enseignement supérieur, initiateur de nombre de projets qu'il accuse le ministre de l'Enseignement supérieur de s'en être accaparé. Le tribunal criminel spécial et probablement Paul Biya auront certainement le dernier mot dans cette affaire. Autre fait majeur d'actualité au cœur de ce journal, la capitale économique Douala croule sous le poids des ordures ménagères qui envahissent les artères de la ville de Douala. Depuis environ une semaine, Isakam ne parvient plus à honorer le rendez-vous de ramassage en raison d'un mouvement social, une situation qui perturbe le quotidien des habitants de la capitale économique Douala. Le reportage de chez Romagno, c'est Ulrich Ngonomala. Une cohorte d'ordures ménagères, le tout mélangé à une chaleur accablante. Nous sommes au marché Congo à Douala. Dans ce secteur, l'état d'immondice s'impose sur la chaussée. Ça dégage, on n'arrive même pas à respirer. On est là depuis peut-être 15 minutes, il n'y a pas moyen de passer. Avec le tas de saleté qui est là devant nous, on ne parvient pas à circuler. La circulation est bloquée, on ne sait pas si on doit faire marche arrière ou on doit avancer. Afin de se frayer un passage, piétons et automobilistes bifurquent, la tension monte d'un cran. À quelques kilomètres de là, les détritus qui débordent de la rigole sont prêts à faire leur entrée spectaculaire au lycée bilingue de Newbel. Quand je vois les poubelles comme ça en route, ça me fait mal. Je me demande si les gens ne voient pas. La mairie ne voit pas. La ville de Douala est en train de crouler sous le poids des tas d'immondices à cause du mouvement social des agents d'Isakam. Le même décor est également observé dans la capitale politique du pays. Situation quasi similaire dans la ville de Yaoundé. La cité capitale étouffe du fait des ordures ménagères, des tas d'immondices et autres déchets jonchent les principales rues. Une situation qui expose ses habitants à de nombreuses maladies. Yaoundé sous les débris, c'est dans ce reportage que signe Ben Christy Moudio. Depuis quelques jours, Yaoundé ploie sous le poids des ordures, conséquence de la grève des éboueurs de la société Isakam. Dans les rues, les déchets s'entassent au fil des heures, entraînant avec eux des odeurs de putréfaction. Aucun quartier n'est épargné par ce spectacle désolant. Les ordures ont envahi la ville pour le plus grand malheur de ses habitants. À quelques jours du grand événement de la CAN qui serait déroulé chez nous au pays, ça c'est quoi derrière moi? Ça c'est quoi? Les gars travaillent 4 mois, on ne les paye pas. Nous-mêmes qui sommes à côté, nous souffrons. Regarde, les enfants ils viennent verser la poubelle autour, ce n'est pas bon. Or, au départ, en venant verser dans le bac, je suis obligé maintenant de prendre une boîte de lait chaque soir pour ne pas avoir l'infection pulmonaire, parce que vous-même, vous sentez ces odeurs, ça ne va pas. Franchement, quelqu'un qui est allergique, même s'il passe ici à côté, il risquerait de tomber. Cette situation est plus complexe dans les marchés.
Les ordures menacent de couper les routes en deux, comme ici au marché Mokolo. La conséquence de cette invasion est l'arrêt des activités selon certains commerçants. Oui, à la marchandise, comme il y avait ça, c'est là que la voiture passait, les motos passaient. Nous sommes tellement obligés de rester. On va essayer de on ne pouvait rien faire de bon pendant les quarts de jour. On observait seulement. On fait un peu sur les gens qui vont arriver là. Voilà, ça nous permet aussi d'installer, de pouvoir chercher un peu de quoi manger. Néanmoins, dans ce climat général de désolation, la mairie de la ville de Yaoundé essaie de minimiser les dégâts. Des équipes de nettoyage sont déployées, ce qui suscite la colère des grévistes d'Izakam. Il y avait les ordures là, à 1,5 m. Comme vous voyez les traces de l'argent, les véhicules n'arrivaient pas à accéder. Nous travaillons malgré les difficultés que nous rencontrons. Parce qu'en ce moment, nous avons des camions qui sont bloqués à la décharge en Kolfoul depuis plus d'une semaine par ceux qui font la grève. Hier encore, on allait décharger les ordures du côté du stade Abega. Les employés de M. le maire de la ville ont été agressés là-bas par ceux que je ne veux pas citer ici. Ces efforts sur le long terme risquent d'être réduits à néant. Déjà, de nouveaux tas d'ordures s'entassent, là où les mains des éboueurs de la super mairie sont passées et repassées. Yaoundé croule plus que jamais sous les immondices, ce qui lui donne un air de capitale de la crasse. Et dans le reste de l'actualité, des discours de la haine prennent des proportions inquiétantes sur le continent africain. D'après les Nations Unies, les politiques instrumentalisent les médias pour opposer les communautés. Entre elles, l'ONU s'indigne et invite à prendre des mesures fortes. Le reportage de Georges Mitterrandam, Donald Brice, Kamgan. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Afrique centrale en parle sous un ton grave. Les discours de haine ont pris un tournant inquiétant dans la sous-région. J'en appelle à chacun à garder en mémoire ce qui est arrivé au Rwanda à travers les médias. L'appel des 1000 collines et des journaux qui ont amené le génocide contre les Tutsis et les Hutus modérés. Et nous avons vu que ces choses servent généralement à exacerber les conflits. Et durant les périodes électorales, nous avons senti aussi des discours de haine qui sont propagés un peu partout. Je ne voudrais pas citer particulièrement le pays ici, je l'ai mentionné dans mon discours. Les pays dont parle François Loussénifal, ce sont le Cameroun, la RCA, le Gabon, la République démocratique du Congo. Pendant et après des échéances électorales dans ces pays, l'ONU dit avoir observé une instrumentalisation de certains médias propageant la haine entre les communautés, d'aucuns agissant de façon commandée et d'autres par ignorance. Dans une telle arène, la fonction médiatrice des leaders religieux est appelée. Lorsque vous parlez des aspects politiques ou des aspects démocratiques, mais le religieux doit rester à l'arrière-plan de prodiguer de conseils d'équité, de neutralité et surtout de justice et de respect. Pour renforcer la régulation des médias, canaux de diffusion de ces messages de haine pour certains, le Forum de Douala a convoqué les organes de régulation. Afin d'assurer leur efficacité, certains pensent qu'une réforme de leur modèle est indispensable. Le tout n'est pas d'avoir un organe de régulation, le tout est de permettre à un organe de régulation d'avoir les moyens nécessaires de sa politique. Et il faudrait que cet organe de régulation aussi soit reconnu par les pairs. Parce que le problème, c'est lorsque les pairs ne reconnaissent pas un organe de régulation, il ne faut pas s'attendre à ce que les pairs appliquent de façon systématique ce qui se dit. Les Nations Unies espèrent au sortir du Forum de Douala l'adoption d'un code de bonne conduite et l'énoncé des pratiques de référence applicables par tous les médias. Pour ce qui est du chapitre des réseaux sociaux, il sera débattu lors d'un prochain forum, annonce les Nations Unies. On parle santé à présent, les urgences neurologiques en temps de coronavirus au cœur des préoccupations à Yaoundé. C'est à la faveur des deuxièmes journées scientifiques de l'Académie camerounaise de neurologie qui vient de s'achever. Pendant 2 jours, les médecins se sont penchés sur l'impact de la pandémie sur les maladies neurologiques. D'autres précisions avec Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. L'avènement du Covid a bouleversé la vie des populations.
Celles qui ont été en contact avec la maladie en gardent les séquelles jusqu'aujourd'hui. Le Covid a profondément modifié la pratique de la neurologie dans le monde et particulièrement au Cameroun. Et ce que nous organisons aujourd'hui portant sur les urgences neurologiques en temps de Covid vient mettre l'accent sur les maladies neurologiques graves qui ont été profondément influencées par le Covid, par exemple les céphalées. On n'avait pas beaucoup de céphalées liées aux infections par des virus, notamment le corona. Et depuis quelque temps, depuis qu'on a des malades, et puis on guérit les malades qui ont souffert de Covid, ils nous reviennent des semaines après avec des céphalées se plaignant. Beaucoup de céphalées et ça fait souvent très mal. C'est à se demander ce qui peut justifier cet état de choses. Le mécanisme dans ce cas, c'est dû au fait que lorsque le corona pénètre dans l'organisme, il va traverser le système nerveux. Parce que, je rappelle, le corona pénètre l'organisme par les voies aériennes, les voies nasales. Et on sait que le nerf olfactif est en connexion directe sur le cerveau. On dit que c'est même une extension du cerveau. Fort de cette proximité, le corona va envahir dans le système nerveux central, va activer ce que nous appelons le système douleur de la tête, ce que nous appelons le système trigémino-vasculaire, et qui va être à l'origine d'une hyper-excitabilité de ce système, donc à l'origine des céphalées récurrentes chez ces patients. Urgence neurologique en période de Covid-19. Tel est le thème de cette deuxième journée scientifique de l'Académie camerounaise de neurologie, coupée aux premières formations médicales continues de neurologie. Nous avons abordé d'abord les AVC, les accidents vasculaires cérébraux sont les urgences neurologiques majeures parce qu'elles vont entraîner la mort de plusieurs personnes et les personnes qui ne meurent pas vont garder des séquelles. Donc, il nous paraissait important de mettre un accent dessus. Ensuite, nous avons parlé d'autres thématiques comme les infections du système nerveux central, dont le Covid en fait partie actuellement, les céphalées, et nous aurons d'autres thématiques, notamment sur les maladies des nerfs en contexte de Covid. Ce regroupement-là permet de faire de la recherche locale pour pouvoir améliorer la prise en charge de nos patients souffrant de maladies neurologiques. Créée en mars 2018, la Cameroun Academy of Neurology regroupe une quinzaine de neurologues et d'autres spécialistes des neurosciences. La page sportive à présent, 2002, l'histoire se répétait pour les Lions indomptables. Ils remportaient le deuxième sacre consécutif au Mali, un pays qui abritait le tournoi pour la première fois au sorti de plus de 30 ans d'instabilité politique. Plus de précisions avec Jean-Paul Chugnat dans Chemin de Cannes. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Devenu colonie française en 1895, le Mali, comme la plupart des pays de l'Afrique occidentale française, devient indépendant en 1960 sous l'appellation Fédération du Mali, formée du Sénégal et l'actuel Mali baptisé Soudan français en 1920. Mais des divergences entre Modibo Keïta et Sédar Senghor font voler en éclats au bout de 2 mois les accords de la Fédération, signés le 4 avril 1960 à Paris. Dakar a vécu des heures de fièvre. Le Sénégal s'est retiré de la Fédération du Mali. Les Soudanais rêvaient, selon leur tempérament, d'un État unitaire où ils nous auraient dominés grâce à leur nombre et à leur discipline. Nous voulions, nous, d'un État fédéral très souple. Ainsi, le Mali proclame son indépendance le 22 septembre de la même année, avec pour premier président de la République, Modibo Keïta. Nous avons donc militarisé nos jeunes pour pouvoir entraîner les populations dans la perspective de leur mobilisation pour les investissements humains. Ces 8 années à la tête du pays sont ponctuées de nombreux désaccords avec la France du général de Gaulle et les relais d'implémentation de la vicieuse politique française en Afrique, plus précisément les présidents sénégalais Senghor et l'ivoirien Houphouët-Boigny. L'entrée du Mali dans le mouvement des non-alignés, le soutien au Front de libération nationale dans la guerre d'indépendance en Algérie, l'exigence du départ sans condition des 22 000 militaires français du sol malien, la sortie du pays de l'Union monétaire ouest-africaine, la création du franc malien, les fréquentations du chef de l'État Modibo Keïta aux pays socialistes de l'Est et d'Asie, en pleine guerre froide, sont loin de plaire à Paris. Et 11 mois plus tard, les capitaines Yoro Diakité, Mamadou Sissoko,
et les lieutenants Moussa Traoré, Youssouf Traoré, Kissima Doukoura, renversent Modibo Keïta et le font arrêter le 19 novembre 1968 à son retour d'un voyage dans la région de Mopti. Quelques coups de feu en guise de semonce à l'aube du 19 novembre et sans effusion de sang, sans la moindre tentative de résistance, c'en était fini du régime révolutionnaire qu'on avait longtemps cru le mieux enraciné et le plus intègre en Afrique. Sous l'ancien régime, on arrêtait beaucoup de gens. On arrêtait beaucoup de gens. J'ai même des camarades qui sont partis à Kidal. Qu'est-ce que c'est Kidal? C'est un endroit presque là où on tue les personnes. Vraiment, le régime de Modibo Keïta tuait des gens? Oui, il tuait vraiment des gens. Il a tué plus de 1000 personnes. Moussa Traoré dirige alors le Mali d'une main de fer, dissout la constitution du 22 janvier, installe un régime autoritaire et concentre tous les pouvoirs entre ses mains. Le 2 juin 1974, le chef de la junte fait adopter une nouvelle constitution et fait un semblant d'ouverture démocratique, se résumant à un système de parti unique, l'Union démocratique du peuple malien UDPM. Les purges font rage au sein du régime. Moussa Traoré devient seul maître du jeu politique au Mali. Des milliers de Maliens, élèves, étudiants, travailleurs et femmes manifestent pour revendiquer leur liberté civile et politique. Mais le militaire dictateur continue de faire la sourde oreille et les contestations atteignent leur paroxysme en 1990. Après avoir tiré et massacré, l'armée, qui s'en est d'ailleurs excusée, fraternise maintenant avec la foule. Les tortionnaires d'hier sont devenus les héros d'aujourd'hui. Ce que les médias disent est contraire à ce qui se passe dans notre pays et que les réalités sont toutes autres. Qu'il y a 140 morts, 150 morts, qu'il y a 1000 blessés, qu'on a utilisé des lance-flammes, qu'on a utilisé des bombes à fragmentation. Tout cela est une insulte à mon endroit. Quand on sait que c'est moi qui ai instauré la démocratie dans ce pays. C'est moi qui ai parlé. Déjà censuré par son aide de camp, Moussa Traoré ne se rend pas compte que ses heures sont comptées. Le changement de régime n'aura duré que 3 jours, mais le bilan est très lourd. Plus de 300 morts et de nombreux blessés. Et le 26 mars 1991, le peuple n'en pouvant plus, le lieutenant-colonel Amadou Toumani Touré fait arrêter Moussa Traoré, mettant ainsi fin à 23 ans de dictature. Nous avons épousé, sinon entamé, un monopartisme qui n'a fait que nous créer des problèmes, qui n'a fait que tarir des talents, qui n'a fait que bâillonner des bonnes volontés. Donc nous nous sommes dit à un certain moment que si nous devons prendre le pouvoir et pour le peuple malien, nous devons accepter de tenter une autre expérience, l'expérience démocratique, l'expérience du multipartisme, l'expérience de la raison et l'expérience de la vérité. Des consultations populaires organisées aboutissent à la mise sur pied d'un comité transitoire pour le salut du peuple. Le CTSP ouvre des négociations avec les leaders de la rébellion Touareg du Nord Mali, sous la présidence d'Amadou Toumani Touré, chef du gouvernement provisoire. Une conférence nationale se tient du 29 juillet au 12 août 1991. À l'issue des travaux, le multipartisme est officialisé. Une charte des partis politiques établie, les Maliens approuvent par référendum à 98,35% une nouvelle constitution le 12 janvier 1992. Une nouvelle ère s'ouvre pour le Mali avec l'arrivée au pouvoir de Alpha Oumar Konaré qui remporte le second tour de l'élection présidentielle du 26 avril 1992. Parmi ses actes forts à son deuxième mandat de 1997 à 2002, Alpha Oumar Konaré gracie le dictateur Moussa Traoré condamné à mort depuis 1993. Tout comme il décide de faire abriter pour la première fois dans son pays la phase finale de la 23e Coupe d'Afrique des Nations. Finaliste à la CAN de 1972 à Yaoundé, avec dans ses rangs le tout premier ballon d'or africain, Salif Keïta la Panthère Noire, les Aigles du Mali ne se sont plus qualifiés à une Coupe d'Afrique des Nations, excepté 1994 en Tunisie, où ils étaient éliminés en demi-finale. Pour le chef de l'État Alpha Oumar Konaré, il s'agit de redonner au Mali tout le prestige de son football local et l'aura de son équipe nationale à cette fête continentale du football du 19 janvier au 13 février 2002. Au match d'ouverture au stade du 26 mars de Bamako, le Libéria malmène le Mali sur un but de Georges Weah à la 45e minute. Le match tirant à sa fin,
Sédou Keita arrache l'égalisation pour le Mali à la 87e minute. Séparés sur un score vierge avec les Super Eagles du Nigeria, les Aigles du Mali battent l'Algérie 2-0, but de Mamadou Bakayoko à la 18e minute et Bassala Touré à la 24e minute. Dall'attaccante Touré Bassala, alors 2-0 in questo momento. Le Mali 5 points et Nigeria 7 points sont en quart de finale. Dans le groupe B, l'Afrique du Sud et le Ghana se qualifient devant le Maroc et le Burkina Faso. Tout comme dans le groupe C, les Lions indomptables tenants du titre dominent les Léopards de la République démocratique du Congo, les Éléphants de Côte d'Ivoire, sur 2 buts de Patrick Mboma. Et enfin, à leur dernier match de groupe, les Lions corrigent les éperviers du Togo, qui leur avaient manqué le respect à la CAN 2000. Cameroun 9 points et République démocratique du Congo 4 points se qualifient devant la Côte d'Ivoire et le Togo. Dans le groupe D, le Sénégal domine tour à tour sur la plus petite des marques, l'Égypte et la Zambie. Le nul vierge concédé face à la Tunisie réconforte le Sénégal dans sa position de leader du groupe, suivi des Égyptiens qui ont battu la Tunisie et la Zambie après le faux pas devant le Sénégal. En quart de finale, le Nigeria élimine le Ghana. Le Sénégal écarte la République démocratique du Congo. De son côté, le Cameroun barre la voie à l'Égypte sur un but du Ballon d'Or 2000, Patrick Mboma. À la première demi-finale, le Sénégal dame le pion au Nigeria 2-1 et se qualifie pour la première finale de son histoire. Je dis quand on sait que depuis 3 semaines nous sommes là et que nous sommes arrivés au bout de ce que nous avons entrevu dès le départ, c'est-à-dire jouer la finale, essayer de garder, de conserver notre titre. Dans le monde est au beau fixe, les joueurs sont conscients. Et... Quel message pourriez-vous faire passer aux Camerounais et notamment à leur capitaine Rigobert Song que vous connaissez? Oui, c'est vrai que Rigo, je le connais, c'est un garçon vraiment sympathique. Et puis bon, il y a Bill Chateau aussi que je connais très bien. Je joue avec lui à Montpellier. Bon, avec Bill, on a beaucoup parlé de cette finale-là. Je pense qu'ils nous attendent et puis bon, nous, on va arriver vraiment pour leur donner beaucoup de fil à retordre. Je pense que sur le terrain, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de copain-copinage. Ils vont défendre leurs couleurs, nous, on va défendre les nôtres et puis bon, que le meilleur gagne. Et à 16h tout pile, les 22 Lions font leur entrée au stade du 26 mars de Bamako, dans un jeu équilibré et empreint de prudence et en même temps de méfiance. Des attaques sporadiques de part et d'autre ne bousculent pas le cours du match jusqu'à la fin du temps réglementaire. 0 but partout, même les 30 minutes de prolongation n'y changent rien. Diéfi tient la balle de match, mais son tir croisé est repoussé par le poteau. Et place à la séance fatidique de tir au but. Le Cameroun démarre la séance sur un raté de Pierre Womelend. He's all left foot and he faces Tony Silva with the first of 5 each. Ferdinand Collier et Khalilou Fadiga marquent. Left footer Fadiga داخل فديقة وحطها. Patrick Soufo et Tamemayer et Jérémy Nditap. Les coups de pied sont parfaits. Grimi from Real Madrid. Grimi هيشوط داخل جريمي 23 سنة. To make it 3-2 and he does. بقوة ومهارة. Jeremy scores. Côté sénégalais, 3e et 4e tireur, Andy Faye bute sur Alioune Boukar, tout comme El Hadji Diouf manque le cadre. The golden boy with the golden hair and the winning smile. خايف شوية. L'issue de l'épreuve dépend désormais des deux capitaines. Rigobert Song-Bahanak tire sur Tony Silva, tout comme Aliou Cissé manque de mettre le cuir au fond. The captain of Senegal has to score. Aliou Cissé. And the Cameroon. 2 tirs à 3 au décompte final. Les Lions indomptables du Cameroun sont champions d'Afrique, remportant le nouveau trophée de la compétition. C'est leur 2e victoire consécutive, à l'exemple des Pharaons d'Égypte en 1957 et 1959 et les Black Stars du Ghana en 1963 et 1965. On s'était donné rendez-vous à la fin du match. Alors cette victoire a été très difficile, Rigobert. Hein? Ouais, très difficile. Écoutez, chaque fois où on arrive en finale, on termine toujours au tir au but. Mais c'était un bon match, agréable. Toutes les équipes ont donné le meilleur d'eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est content. Mais il faut reconnaître que le Sénégal aussi a donné tout ce qu'ils avaient dans les tripes. Au tableau des récompenses, Rigobert Song-Bahanak est sacré meilleur joueur. Meilleur buteur, les Nigérians Julius Agaoua, le Ballon d'Or Patrick Mboma et Salomon Olembe, 3 buts chacun. Mention très honorable pour les Lions indomptables du Cameroun, 9 buts marqués
sans le moindre encaissé dans cette 23e Coupe d'Afrique des Nations. Comme il fallait. Voilà, c'est moi l'équipe qui nous rejoint. Aux Jeux Olympiques, maintenant je vais pour la Coupe du Monde. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.